Merci de votre attention. Excellent début de semaine. L'actualité ce lundi, la 18e rencontre politique Togo-Union européenne. En toile de fond, la décentralisation, le récent sommet Union africaine, Union européenne à Abidjan, mais aussi la situation sociopolitique au Togo. L'administration rapide de l'opération fait ses preuves. Constat de notre reporter à Dapaon qui s'est rendu dans le commissariat de la ville. Le ministère de la Sécurité s'est lancé le défi d'établir quelques 2000 nationalités en un temps record, on le verra tout à l'heure. Et puis la Foire Togo 2000, la 14e édition bat toujours son plein, deuxième et dernière semaine entamée ce lundi. Écho ce soir encore avec l'application Foire Togo 2000, outil de promotion des produits et services sur place. Clarisse Aticlé nous en dira un peu plus tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Bonsoir à tous. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, le processus de décentralisation, les retombées du récent sommet Union africaine, Union européenne à Abidjan et surtout la situation sociopolitique au Togo. Voilà entre autres les sujets évoqués ce lundi à la 18e session du dialogue politique entre le Togo et l'Union européenne. L'Union européenne disposée à accompagner le Togo pour une sortie de crise. Prudence Zissou. L'Union européenne et le gouvernement togolais s'inscrivent davantage dans une démarche de coopération plus dynamique et participative en faveur d'une sortie de crise au Togo et d'un développement harmonieux. À cette 18e session du dialogue politique entre les deux parties, d'importants sujets d'actualité ont été évoqués. La situation politique au Togo, le processus de décentralisation et le récent sommet Union africaine-Union européenne tenu à Abidjan en Côte d'Ivoire. Concernant la situation politique au Togo, le gouvernement a rassuré la partie européenne sur les dispositions en cours afin qu'un dialogue politique inclusif et sincère se tienne pour sortir le pays de la crise. L'Union européenne reste disposée à accompagner le Togo dans ce processus. Le dialogue politique, c'est un dialogue qui est déjà prévu dans l'accord de Cotonou et qui permet d'établir entre l'Union européenne et l'État en question, un dialogue sur des sujets d'intérêt commun. Nous soutenons le processus de sortie de crise. Nous sommes un partenaire fiable, nous avons toujours été aux côtés du Togo et nous le serons dans la mesure où les Togolais voudront de notre soutien, de notre appui. Et nous sommes des observateurs très attentifs et nous avons beaucoup de confiance. Et nous voulons continuer à avoir de la confiance dans ce processus qui a été engagé pour la sortie de la crise, dans l'intérêt de tous et aussi de développement économique de ce pays. Les deux parties ont aussi abordé des questions liées au programme européen d'investissement au Togo, le rôle de la société civile, la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. En matière de développement, l'Union européenne a réaffirmé son engagement à accompagner le Togo dans sa politique d'emploi des jeunes et de développement des infrastructures routières pour l'atteinte des objectifs fixés à travers le plan national de développement. Madame l'ambassadeur a partagé avec la délégation togolaise certains projets, certaines préoccupations très positives pour le Togo, notamment la mise en place de deux grands projets. Un projet pour accompagner la filière ananas qui peut occuper les jeunes dans le cadre de l'employabilité des jeunes. Également, il y a le projet de la construction de la route nationale numéro 2 en son tronçon avec Pozo-Anéro que l'Union européenne va accompagner le Togo à concrétiser. Donc, pour l'essentiel, ce sont des sujets de préoccupation très importantes pour le Togo qui ont été abordés. Et la session s'est déroulée dans une ambiance de convivialité et comme toujours, l'Union européenne s'est disposée à accompagner le Togo dans la résolution des problèmes majeurs que connaît le pays. À cette 18e session du dialogue politique entre l'UE et le Togo, les différentes actions et initiatives menées par l'État togolais ces derniers mois en faveur d'une CEDEAO des peuples ont été exposées. Ceci pour un espace sous-régional sécurisé, gage d'un développement durable. Au siège de la CENI cet après-midi, cette séance d'échange entre la HAC et l'équipe de la CENI en toile de fond des discussions, l'interaction entre les deux institutions
à l'organisation des échanges électoraux à venir. Nous ferons le point de la rencontre tout à l'heure dans le courant de cette édition. Depuis le 21 novembre dernier se tient à Abuja, au Nigeria, la 25e session ordinaire du Parlement de la CEDEAO, une session consacrée à l'adoption du budget exercice 2018. Également à l'agenda, les travaux en commission, les conférences, les précisions ici sur la promotion de l'égalité des genres dans les investissements agricoles sur les terres d'Afrique. Précision dans ce reportage de Essoram Théo. Abuja, deuxième session ordinaire 2017 du Parlement de la CEDEAO. Elle est certes consacrée à l'adoption du budget exercice 2018, mais n'occulte point les discussions sur des sujets brûlants de l'heure. Au nombre des préoccupations d'importance majeure pour la vie de la communauté figure en bonne place la question foncière. La marginalisation des petits exploitants, notamment les femmes, contre laquelle s'élèvent les gouvernements et les acteurs de la société civile, risque d'être exacerbée par l'arrivée des investisseurs agricoles en Afrique. Quels sont les véritables impacts sur l'égalité des genres? Est-ce que ces investissements peuvent apporter des bénéfices pour les femmes? Dans quelle mesure? Et comment améliorer les cadres légaux qui existent? Donc nos partenaires et nous-mêmes, à savoir la Commission de l'Union africaine, Oxfam et la FAO, se sont donc engagés dans un processus pour appuyer les parlementaires de la CEDEAO à bien mener leur agenda sur promouvoir donc les investissements en agriculture et que ces investissements puissent apporter un bénéfice certain, durable et responsable aux communautés de la CEDEAO. À travers la mise en place du réseau des parlementaires sur les sujets de l'égalité des genres et des investissements en agriculture, la CEDEAO traduit sa volonté de trouver des solutions à ces épineuses questions. Vraiment, c'est une grande joie de savoir que le Parlement s'engage sur une question telle que la santé des femmes à la terre. Et comme l'a dit certains parlementaires, ils se sont réjouis parce que ça leur permet de retourner à la base, de pouvoir donner l'information aux populations, de pouvoir les instruire sur les différentes étapes d'une négociation en ce qui concerne l'acquisition des terres lors des investissements, de leur faire comprendre que c'est leur droit le plus absolu de participer à la prise de décision. On nous a édifiés en tant que parlementaires et dans nos pays, nous essaierons de voir ce que nous pouvons faire. Il y a eu une réunion sur le foncier et je crois que le Togo est en avance avec les sensibilisations avec le ministère de la promotion de la femme. Il y a aussi WILDAF qui aide les femmes au niveau des formations, renforcement des capacités des femmes. Je crois que le Togo a fait un grand pas dans ce domaine. Lors du cocktail sanctionnant la fin des travaux, un guide pour les communautés a été distribué aux parlementaires en vue de sa vulgarisation. Les organisateurs partent du principe selon lequel donner des informations aux femmes, c'est leur donner le pouvoir d'agir pour améliorer leur situation. Et le problème des terres avec notamment le lotissement clandestin des parcelles de terrain, phénomène bien connu ici aussi au Togo. Le sujet était d'ailleurs au cœur des discussions ce matin entre, d'une part, le ministre Cécéno de l'urbanisme et d'autre part, chef traditionnel acquéreur, propriétaire terrien et mandataire de l'Egbasito, banlieue ouest de Lomé. Sandra Diagwe, Ferdinand Diazoua, et pour les précisions. Le décret numéro 228/67 du 24 octobre 1967 portant acte de lotissement du foncier au Togo oblige chaque collectivité propriétaire de terre à réserver 50% de son domaine pour la réalisation des infrastructures sociales de base. Une disposition qui jusqu'ici n'est pas observée dans le canton de l'Egbasito et ses environs. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie et le préfet de Golfe échangent ici avec les chefs traditionnels, les mandataires et les géomètres, entre autres, sur les stratégies à mettre en œuvre afin de relever le défi. Une démarche participative qui tient compte des propositions des populations à la base. S'il y a un problème de terre aujourd'hui, ça concerne tout le monde. Que ce soit les propriétaires terriens, que ce soit les géomètres, que ce soit les chefs traditionnels, que ce soit le tribunal et l'urbanisme. Allez à Nikonakwe, à Hanekopé, Koviakopé, à Blogame, vous allez voir des réserves jusqu'à présent. Là où des gens peuvent toutefois aller dans le week-end
pour les réjouissantes populaires. Mais dans les nouveaux quartiers, il n'y a plus de réserves. Nous remercions nos autorités pour les démarches entreprises. Nous comptons sur leur appui pour urbaniser notre canton. Le ministre Fiatou Sessenou de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie a recueilli les propositions des populations avant d'exhorter les uns et les autres à passer à une vérification dans les services concernés afin de se conformer à la loi. Le gouvernement a mis l'accent sur l'amélioration du cadre de vie de tous les citoyens. Et avec le processus également de la décentralisation aujourd'hui, avec la création de nouvelles communes, il va falloir que le gouvernement essaie de mettre de l'ordre dans l'occupation des sols. Nous profitons donc pour appeler les acquéreurs et les vendeurs des parcelles comprises dans ces zones que d'abord les lotissements ont été faits, la plupart dans l'illégalité. Et que le lotissement dont le gouvernement va tenir compte est celui qu'élaborent les géomètres Noubouko et Agouzé. Les travaux d'urbanisation déjà entamés dans ce canton vont donc se poursuivre afin de mettre définitivement fin à l'occupation illégale des domaines dans la localité. Ceci pour le bien-être des populations. La CEDEAO concernée, nous l'évoquions plus haut tout à l'heure en rapport avec la 25e session parlementaire du Parlement de la CEDEAO concernée également par le traité sur le commerce des armes. Le test est revisité à Lomé depuis ce matin. C'est une rencontre de 3 jours avec des experts de 9 pays d'Afrique. But de l'exercice, rendre le test plus compréhensible et faciliter sa mise en œuvre, ce qui, et c'est l'objectif, devrait réduire significativement la circulation des armes sur le continent. Félix Simdacha. La circulation illicite des armes sur le continent noir est une réalité qui menace la paix et la sécurité dans différents pays. Une situation qui interpelle la communauté internationale et particulièrement les États africains. Le contrôle du commerce des armes, devenu un impératif, a nécessité la mise en œuvre d'un traité. Il sera au centre des échanges entre ces experts africains pour s'approprier le contenu. Il a été constaté que malgré les efforts des pays pour mettre en œuvre le traité sur le commerce des armes, beaucoup reste à faire. Et que d'un pays à l'autre, il existe des niveaux de mise en œuvre différents. Donc c'est harmoniser les points de vue afin que les 9 pays puissent avoir une compréhension quasi similaire du traité. Au Togo, la lutte contre la circulation illicite des armes est constante pour garantir la sécurité des citoyens et assurer la libre circulation. Raison pour laquelle le pays, depuis octobre 2015, a procédé à la ratification du traité contre le commerce des armes, ont souligné le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile et celui des affaires étrangères. Comme les autres pays qui l'ont ratifié, cette norme internationale permettra au Togo d'empêcher le détournement des armes du circuit légal vers les marchés illicites qui constituent généralement le lieu d'approvisionnement pour les instigateurs de conflits armés, les terroristes et les criminels, souvent auteurs de violations massives des droits de l'homme. Par l'organisation de cet atelier, le Togo réitère une fois encore son entière disponibilité à œuvrer aux côtés de la communauté des États et du secrétariat du TCA pour une mise en œuvre effective du traité dans le respect des dispositions contribuera immanquablement à la paix, à la sécurité et au développement des États, notamment en Afrique. C'est en avril 2013 que l'Assemblée générale des Nations unies a voté le traité sur le commerce des armes pour ainsi apporter une réponse efficace à la recrudescence des actes de violence et de déstabilisation. La présente session de formation des acteurs a été possible grâce à l'appui du secrétariat du traité sur le commerce des armes, au Fonds d'affectation volontaire et à la délégation permanente de l'Union africaine basée à Genève en Suisse. À signaler aussi dans l'actualité ce soir cette mission d'opérateurs économiques bénino-belges au Togo. Mission conduite par le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Wallonie en Belgique. Ils ont rencontré sur place leurs homologues togolais, notamment du secteur agro-business et agroalimentaire. Le point des échanges avec Sonia Amedipo.
Selon les opérateurs économiques, le secteur agroalimentaire apparaît aujourd'hui comme l'un des piliers de développement économique des pays, en particulier ceux de l'Afrique. Fort de ce constat, des efforts sont fournis pour promouvoir et valoriser le secteur. Ici, opérateur économique bénino-belge, conduit par le président de la Chambre de commerce de Wallonie, région du sud de la Belgique, échangent avec leurs collègues togolais en vue de créer des opportunités de partenariat gagnant-gagnant. L'objectif, c'est d'entamer une sorte de récurrence et de faire en sorte que nos entreprises aient l'habitude de parler avec des entreprises togolaises de façon à nouer des partenariats. Le partenariat, c'est se connaître, c'est décider d'avoir des actions ensemble et peut-être de se complémentariser, d'être plus forts ensemble. L'intérêt, c'est d'être plus présent sur le territoire de la CEDEAO, par exemple, et de profiter en tout bien tout honneur de la bonne connaissance qu'ont les entreprises togolaises du marché de la CEDEAO et par le fait même également peut-être renforcer leurs produits et faire en sorte qu'elles puissent également, elles, pouvoir offrir une plus grande gamme de produits. Cette rencontre s'inscrit dans la vision de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, à savoir mettre en relation les hommes d'affaires étrangers et ceux du Togo pour booster l'économie togolaise. Nous voulons rendre dynamiques les opérateurs économiques togolais pour leur permettre de pouvoir accroître leurs affaires. C'est les relations B2B, donc une sorte de rencontre personnelle entre entreprises pour nouer des relations. Et quand on noue des relations, c'est qu'il y a échange de technologies, il y a possibilité d'affaires entre deux opérateurs économiques et je pense que c'est une très bonne chose pour nous. Voilà. Le constat est donc clair. Le Togo dispose aujourd'hui d'énormes richesses et de potentialités dans le domaine agroalimentaire. Un secteur en pleine expansion qui ne demande qu'à être valorisé et développé. Je vous l'annonçais aussi tout à l'heure au siège de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Cet après-midi a eu lieu cette séance d'échange entre la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, et l'équipe de la CENI. Au menu des discussions, l'interaction entre les deux institutions dans l'organisation des échéances électorales à venir. Le point de la rencontre avec Adolphe Paca. Une rencontre institutionnelle qui met en confiance les deux institutions, la CENI, Commission électorale nationale et indépendante, et la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, dans l'accomplissement de leurs missions respectives. La CENI pour l'organisation en amont et en aval des élections et la HAC pour le monitoring des médias au cours des échéances électorales. L'interaction qui se dégage de leur cahier de charges a ainsi motivé ces échanges. D'après le texte, il est dit que la CENI et la HAC doivent collaborer pour une très bonne organisation, supervision des élections. Donc c'est la raison primordiale qui a en quelque sorte qui nous a obligés un peu à faire cette rencontre-là avec la HAC. De cette rencontre, nous avons essayé de mettre en place d'ores et déjà un cadre de travail qui va réunir un certain nombre de membres de la CENI et également un certain nombre de membres de la HAC pour essayer de voir quels sont les problèmes qui pourraient surgir en cas d'élection et comment faire pour les résoudre. La HAC a félicité la nouvelle équipe de la CENI et a exprimé sa disponibilité à collaborer selon les prescriptions fixées par le Code électoral. Plusieurs dispositions du Code électoral mettent l'accent sur les prérogatives et les missions de la HAC en étroite collaboration avec la CENI. Conscience de ses responsabilités en période électorale, la HAC s'est déjà mise au travail. Un travail de sensibilisation et de formation des hommes de médias qui répond d'ores et déjà aux attentes de l'équipe de la CENI. Je nourris l'espoir d'une réactivation du groupe de travail précédemment mis en place pour faciliter l'interaction entre la CENI et la HAC au cours des processus électoraux en vue. Dans ce sens, la CENI jouera pleinement sa partition et remercie d'avance à travers ma personne le bureau exécutif de la HAC pour toute initiative
qu'ils pourraient prendre pour contribuer aux processus électoraux et référendaires apaisés dans notre pays. Le président Katanga a, au nom de son institution, salué la dynamique de collaboration entre les deux institutions et a rendu hommage à Feu Piton Tchala, ancien président de la HAC. Notre deuxième titre ce soir, l'opération administration rapide lancée, vous vous rappelez, la semaine dernière par le ministère de la Sécurité avec ce défi, l'établissement en un temps record de plus de 2000 certificats de nationalité et 550 jugements supplétifs et rectificatifs, annonce suivie d'effet ou pas. Un tour justement au commissariat de la ville de Dapaon, le constat de Désiré Aloya. Oui, c'est là-bas, ils font les cartes. Les journées administration rapide de proximité portent leurs fruits. 48 heures après le dépôt de ces dossiers, Tchilabalo Kola rentre en possession de sa carte nationale d'identité, tout comme Nangewant Lare. Je remercie sincèrement l'administration. Pourquoi? Parce qu'il y a de cela 48 heures que j'ai déposé pour le renouvellement de ma carte d'identité nationale, qui est une pièce très importante dans la vie d'un humain. Donc je suis sincèrement très content de l'avoir reçu aujourd'hui. Donc si ça pouvait continuer dans les jours à venir comme ça, la population, toute la communauté sera très impressionnée. Je souhaiterais que l'administration soit comme ça pour toujours. J'ai déposé ma carte et ça n'a pas duré. J'ai reçu ça dans une très bonne condition et je suis très fier. Donc je remercie sincèrement les autorités. En collaboration avec le ministère en charge de la fonction publique, mission accomplie pour le ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui a offert ses services au grand public. Cette journée qui visait à rapprocher la population des usagers du service public en vue de la satisfaction de leurs prestations nous a permis de produire environ 200 cartes dans l'espace de 3 jours. Et les cartes, aussitôt, les demandes faites le lendemain, en même temps, les postulants viennent chercher leurs cartes. Ça, c'est une première et comme vous pouvez le constater, c'est au grand bonheur de la population. C'est aussi le lieu de remercier les partenaires à cette opération, notamment le ministère de la fonction publique, le PNUD, qui a été d'un appui financier incommensurable pour la réussite de cette mission. Cette opération qui a permis de désengorger le système contribue à améliorer les rapports entre l'administration publique et les citoyens usagers. La mission se poursuit dans la région de la Kara, puis Plateau. Ce communiqué pour poursuivre cette édition, communiqué conjoint du ministre des Infrastructures et des Transports et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ce samedi 2 décembre 2017, aux environs de 18 h, un grave accident de la circulation routière ayant occasionné 5 blessés, dont 2 cas très graves, est survenu sur le boulevard de la Kara à hauteur de l'ambassade du Sénégal. Le véhicule en cause est un camion de marque MAN, immatriculé TG 7624 AQ, appartenant à M. Medjesribi Abdul Rachim, demeurant et domicilié à Agoué et conduit par le nommé Tchakora Salifou. Ce véhicule circulait dans le quartier d'Oumassessé à Dewi sur la rue pavée dans le sens Uniprix Centre Baptiste. Arrivé au feu tricolore et voulant tourner sur sa gauche pour reprendre le boulevard de la Kara dans le sens est-ouest, le véhicule, suite à la perte d'équilibre du fait de la surcharge de passagers et du défaut de maîtrise du conducteur, s'est renversé de lui-même sur son flanc droit en face de l'ambassade du Sénégal, occasionnant ainsi de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels sur le dit camion. Il convient de préciser que ce camion, dont la première mise en circulation remonte à l'année 2001, est destiné au transport de marchandises, donc inadapté au transport de personnes. Il est immatriculé au Togo le 16 décembre 2014, date de sa dernière visite technique, et ne dispose d'aucune police d'assurance. Pourtant, il transportait ce jour-là des personnes habillées en rouge qui revenaient de la marche organisée par la coalition des 14 partis de l'opposition. Avisés de l'accident, les sapeurs-pompiers et la police se sont transportés immédiatement sur les lieux où, malgré les menaces d'une foule excitée, les pompiers sont parvenus à évacuer les blessés au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio pour des soins appropriés. Toutefois,
Le lendemain, lorsque la police est rendue à nouveau à l'hôpital pour s'enquérir de l'état des blessés, elle a été informée de ce que, à la demande et sous la décharge de M. Ouro Longa Assidou, secrétaire général du Parti national panafricain PNP, 4 blessés sont sortis contre l'avis des médecins traitants. Le 5e, grièvement atteint aux membres, est pris en charge par l'hôpital. Ces dernières heures, des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux font état de la mort de l'une des personnes accidentées. Contactés, les services du CHU Sylvanus Olympio disent n'avoir pas enregistré de décès parmi les blessés qui leur ont été confiés. Tout en présentant ses sincères condoléances à la famille du défunt et des compassions aux blessés auxquels il souhaite un prompt rétablissement, le gouvernement invite tous les usagers de la route à observer scrupuleusement en toutes circonstances les prescriptions du code de la route afin d'éviter des événements aussi regrettables. Communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile et du ministre des Infrastructures et des Transports. Direction maintenant Koumongu, on prend justement la route, village dans Loti Sud. Sur place, le ministre Nissa Onyofam des Infrastructures a, au nom du chef de l'État, remis des ouvrages aux élèves du CEG de la localité. Le coût 40 millions de francs CFA. C'était une promesse faite par le président Fornia Singbe lors du lancement des travaux de construction du pont de Koumongu. Le ministre s'est d'ailleurs rendu sur place pour constater l'évolution du chantier. Désiré Aloy. 2 bâtiments scolaires rénovés, 1 de 2 classes avec bureaux et magasins nouvellement construits, un forage, 2 blocs sanitaires, tout ceci couplé de 150 tables bancs et la prise en charge des enseignants volontaires, une promesse du chef de l'État Fornia Singbe aux élèves du CEG de Koumongu dans la préfecture de Loti Sud le 21 avril dernier lors du lancement des travaux de construction du pont sur le fleuve Koumongu. Les ouvrages sont remis aux bénéficiaires par le ministre des Infrastructures et des Transports, Nissa Onyofam, au nom du chef de l'État. Une joie manifestée par les populations traduisant ainsi leur remercie au chef de l'État pour ce bien de valeur inestimable. Un engagement noble pour l'école qui donne à la relève de demain le sens de grandeur. Nous, élèves du CEG Koumongu, sommes dans une liesse totale. Et pour cause, notre établissement présente un aspect nouveau. Tout ceci grâce à son excellence Fort et Sosdina Nyassingbe dans sa politique de développement et de la promotion de la jeunesse. Fini la défécation à l'air libre avec la construction des latrines. Avec le nouveau forage, fini les risques qu'on prenait en buvant l'eau de la rivière. Nous vous promettons un bon entretien des joyaux et une bonne réussite à la fin de cette année scolaire, les années suivantes. Le ministre Onyofam, qui a transmis les salutations fraternelles du chef de l'État aux populations de Koumongu, a demandé à celles-ci de soutenir la politique des grands travaux et d'être des artisans de paix, facteurs de tout développement. Développement qui passe aussi par le développement de la route. Un tour du ministre sur le chantier du gigantesque pont de 160 mètres de Koumongu reliant Guerekuka, Kachamba, Koumongu, Sadoré, Mango, financé à hauteur de 16 milliards de francs CFA. Comme vous pouvez le voir, la base vie est complètement aménagée. Les travaux ont démarré ensuite et sont en cours. La culée est en train de sortir de terre, le remblai est en train d'être fait et les deux seront faits simultanément. C'est vrai que nous avons été surpris. Cette année, les pluies ont commencé plus tôt, mais globalement, ça avance. Les travaux seront dans le temps. À ce jour, l'entreprise japonaise Konoke, maître d'ouvrage, est dans le délai. Globalement, le ministre Onyofam fait le bilan de son déplacement de Koumongu. Au bout de 6 mois, nous avons décidé d'abord de faire d'une pierre deux coups, revenir remettre au nom du chef de l'État les infrastructures scolaires, les bâtiments, le forage, les latrines, qu'il avait promis aux élèves. Ce qui a été fait, toutes les conditions sont réunies maintenant pour que nos enfants, nos apprenants puissent étudier normalement. C'est pourquoi je les ai exhortés à prouver au chef de l'État que ces équipements qu'il leur a offerts leur permettent
de réussir. Et nous avons effectivement profité pour regarder, voir un peu l'évolution des travaux de construction du pont. L'équipe technique m'a déjà précédé pour faire l'évaluation. Et je crois que tout se passe normalement. L'entreprise est dans les délais et nous n'avons pas de problème particulier pour l'exécution de ces travaux-là. Donc c'est un sentiment de satisfaction quant à ce qui concerne l'avancement de ces travaux. Depuis que les travaux ont commencé, nous n'avons pas eu d'incident entre l'entreprise et la population. Tout se déroule paisiblement. Donc nous devons être les artisans de la paix, cultiver cette paix-là aux côtés du chef de l'État pour que la vision qu'il a pour ce pays, le programme qu'il a pour ce pays, qu'il puisse l'exécuter pour le bonheur de nous, de tous les Togolais. Occasion pour le ministre de témoigner sa gratitude aux populations pour leur contribution qui fait avancer le chantier. Et bientôt, ces traversées risquantes seront des souvenirs. À l'étranger, en plus bref, d'abord, le nouveau gouvernement du Zimbabwe a prêté serment ce lundi. Le président Emerson Mnangagwa a appelé la population à l'unité pour relancer l'économie de son pays en ruine après le règne de son successeur, de son prédécesseur Robert Mugabe. À l'étranger encore, après l'accord de Paris sur le climat, le pacte mondial sur les réfugiés vient aussi de faire les frais de la politique de Donald Trump, pacte jugé par le président américain incompatible avec sa politique migratoire, et donc les États-Unis se retirent. Regardez. C'était en septembre 2016. Réunis en Assemblée Générale, les 193 pays membres de l'ONU adoptaient à l'unanimité un texte, la Déclaration de New York pour les migrants et les réfugiés. Objectif, améliorer la gestion internationale de ces populations. Protection, accueil, emploi et de retour compris. Les États membres reconnaissent le poids qui pèse sur les pays qui accueillent de nombreux réfugiés. Ensemble, nous pouvons dessiner un nouvel avenir. Un avenir où migrants et réfugiés, pays et communautés d'accueil peuvent vivre en harmonie, dans le bien-être et le respect mutuel. Une belle déclaration, touchante et généreuse, avec en pratique un mandat donné au Haut Commissariat aux réfugiés d'élaborer un pacte mondial en 2018. Mais tout cela, c'était avant Donald Trump. Depuis, un nouveau credo guide la Maison-Blanche, America First, l'Amérique d'abord. Washington vient donc d'arrêter sa participation au pacte mondial sur la migration. Par simple communiqué de presse. Voilà, un petit sujet, visiblement, donc sur ce sujet, on l'aura compris, donc les États-Unis se retirent justement de ce pacte mondial sur la migration. Cela dit, retour, c'est nouveau au Togo, direction la foire Togo 2014e édition, lundi de la dernière semaine. Exposants et visiteurs ont été sensibilisés sur place sur l'application Foire Togo 2000. C'est un outil de promotion des produits et services sur place. Les précisions de Clarisse Atticlay. Depuis quelques années, CETEF Lomé s'est inscrit dans le numérique et le digital pour permettre davantage la visibilité de la foire internationale de Lomé, des exposants ainsi que de leurs produits. Grâce à l'application mobile Foire Togo 2000, la possibilité s'offre aux exposants de faire la promotion de leurs produits et articles en postant les photos, images et vidéos afin de rendre visibles les stands. Avec l'application, vos produits sont directement en ligne et visibles. Et les visiteurs à la maison, eh bien, eux, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'aller sur l'application, de voir la liste des stands. Et cette liste des stands, elle est tellement bien précise que quand tu rentres dans la liste d'un exposant, je prends un exemple, par exemple, tu vas sur Togo Télécom, eh bien, quand tu appuies ou bien tu cliques sur la liste de Togo Télécom, il lance automatiquement un appel vers le numéro de Togo Télécom, eh bien, qui te permet de contacter directement l'exposant et de lui poser ta question. L'application pour un visiteur, quand tu le télécharges, eh bien, tu es au courant en avance de ce qui va se passer au CETEF. Ce n'est pas compliqué de télécharger, il suffit d'aller sur le Play Store. Hein. Vous allez sur le Play Store, c'est simple. Voilà. Donc vous allez dans la barre, vous tapez Foire Togo 2000, vous verrez deux icônes qui vont apparaître. Il y a une ancienne application qui était déjà en ligne, mais qui est obsolète, qui n'est plus sous la directive du CETEF.
Et il y a la nouvelle application actuellement avec le logo de la foire. Là, vous voyez ce logo et vous téléchargez, voilà, vous êtes sûr que vous êtes dessus. L'autre innovation du CETEF Lomé est le hashtag TGFIL, mis en place pour assurer la veille numérique. Il permet également la traçabilité de tout ce qui se fait comme activité sur le site, même pour les foires précédentes. Il faut arriver à un moment à canaliser tout le flux d'informations qui est produit au cours de la foire internationale de Lomé. Du coup, le TGFIL nous permet de pouvoir assurer la traçabilité de tout ce qu'il y a comme campagne de communication de la foire. On l'a commencé en 2013 et cette année, on est au TGFIL 14. Ça vous permet de redescendre tout ce qu'il y a comme trafic d'informations qui se produit sur le site. Donc du coup, vous pouvez être n'importe où et savoir ce qui se fait en l'instant réel sur le site de la foire parce qu'il y a des community managers et qui circulent, qui font vivre en instant T tout ce qu'il y a comme ambiance, tout ce qu'il y a comme événement qui se passe à l'instant T. Se faire connaître sur la toile et laisser des traces sur Internet permet d'optimiser les ventes et booster les affaires. Avec l'application Foire Togo 2000, CETEF Lomé offre également la possibilité de payer les tickets d'entrée par Internet via T-Money et Flows. Voilà, et c'est depuis la foire que se referme cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée.